Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais pas reprendre le terme de Monsieur Abdelaziz Taki qui parlait de dinosaures, mais je sévis quand même depuis de nombreuses années dans cette université et dans le cadre de l'université culturelle. Moi, je propose cette année deux séminaires. Donc, le mardi de 14h à 16h. Donc le premier semestre autour un croisement entre l'histoire de l'art et l'histoire de la culture. Dans cette période de fin de siècle. Il y a eu l'année dernière, j'avais proposé un séminaire sur la même période, mais d'un point de vue plus histoire sociétale. Donc les deux séminaires, naturellement, sont indépendants les uns des autres. Donc il y a pas de, il y a aucune redite et on peut très bien suivre l'un sans avoir suivi l'autre. L'idée de ce séminaire, c'était de questionner la question de la modernité autour des années 1900, puisqu'on a la particularité de voir émerger l'art nouveau, l'art moderne, de voir émerger une expression qui est les avant-gardes artistiques. Donc, qu'est-ce que la modernité au cours de cette période? Et comme vous pouvez le voir sur j'allais dire le slide, on va causer français, sur le diapositive. L'idée, c'est aussi de l'interroger à travers tous les styles. Donc, architecture, peinture, puisqu'on a l'art, les sécessions, mais aussi le fauvisme, le cubisme, donc des expressions effectivement extrêmement multiples. Comment effectivement cette période était partie à la recherche d'esthétisme nouveau, avec des écritures nouvelles, donc littérature. C'est aussi le début du cinéma, et Méliès va produire une écriture du cinéma qui a pu encore influencer bien au-delà de son époque. Donc, comment effectivement réfléchir sur ces modernités, sur ces esthétismes, donc littérature, peinture, architecture, cinéma naissant, art décoratif, mode aussi. Et puis c'est aussi la période de Bergson, de philosophe, de Freud, donc aussi toute une réflexion multiple. Cette modernité sera néanmoins à croiser avec le maintien d'un académisme extrêmement fort et puissant à la même période. On sait que dans ces années-là sont les années aussi la Troisième République va développer ce qu'on n'appelle pas un art officiel, mais qui est quand même des commandes pour les musées, pour les préfectures, pour les bâtiments publics. Elle va aussi multiplier des commandes de statuts. À Lyon, on en a, Place Carnot, on a la République et la ville de Lyon. Donc, alors qu'il y a des avant-gardes et de la modernité, se maintient une vision qu'on va dire classique, pour ne pas dire traditionnelle de l'art, en tout cas une vision académique, et comment finalement, voilà, on peut à la fois penser la modernité et continuer à maintenir des formes d'expression plus classiques. Alors, désolé, il y aura un petit voyage, désolé. Il faut prévoir un voyage à la Cour pénale internationale. Je pense que ça intéresserait énormément de. Alors au moins une journée à Paris, parce qu'on est plusieurs à rêver du musée et des collections au Maxime, qui ne se visitent que par groupe. Et alors c'est où? Et ça dépendra des envies. Éventuellement aussi faire un petit séjour de 2-3 jours à Bruxelles, puisque 2023, Bruxelles est labellisée capitale Art Nouveau et qu'ils ont profité de cette année. Donc il y a des expositions régulières tout au long de l'année. Ils ont ouvert de nouveaux lieux et c'est l'occasion effectivement de se plonger dans cette ville qui a vraiment été, il n'y a pas que Nancy, capitale de l'Art Nouveau, ou Vienne, il y a aussi Bruxelles, et voilà, c'est l'occasion effectivement peut-être de recroiser de nombreuses choses. J'ai tenu mes 5 minutes.
Deuxième séminaire, donc ça, ce sera même jour, même horaire, mais second semestre. Alors pas de voyage là, par contre, tout le monde comprendra pourquoi. On va peut-être éviter par les temps qui courent. L'idée, c'est de reprendre l'histoire de la Russie, mais à partir d'un prisme qui est un petit peu différent. On le sait, c'est entre le croisement de l'histoire et de la géopolitique, puisque l'introduction sera un petit peu de géopolitique. L'histoire est devenue un enjeu important. Ça l'a toujours été, mais c'est aujourd'hui un phénomène qui s'amplifie, puisque certains États utilisent réellement l'histoire pour construire une identité contrôlée et réécrire leur roman national et proposer une unité de façade. Ça, c'est pour l'intérieur, mais aussi pour justifier une vision géopolitique, et ça, c'est pour l'extérieur. Donc, on a l'exemple de la Chine, on a l'exemple de la Turquie, et on a évidemment l'exemple de la Russie, où l'histoire est devenue réellement un élément de politique à partir des années 2000, mais en s'accélérant depuis 2014 et depuis le début de la guerre de Crimée, puisqu'on rappelle que la guerre de Crimée a commencé avec l'annexion de la guerre en Ukraine a commencé avec l'annexion de la Crimée en 2014, et où il y a en Russie un discours répétitif de Vladimir Poutine sur l'histoire de la Russie et sur l'ancrage de la politique de la Russie au regard de cette histoire, où l'histoire n'est plus simplement une science humaine, mais ça devient un objet politique en tant que tel, complété en Russie par une législation mémorielle qui punit, qui judiciarise toute histoire alternative à l'histoire officielle. Donc on est vraiment dans un contexte particulier. Je citerai Vladimir Poutine dans un discours du 14 mars 2013 où il disait: la principale ressource de la puissance et de l'avenir de la Russie réside dans notre mémoire historique. Donc il y a vraiment cette volonté de réécrire l'histoire avec un objectif politique. Donc ce que je propose, c'est d'avoir une vision un petit peu décalée sur ce que nous dit l'histoire reconstruite aujourd'hui par la Russie de Poutine, et ce que l'on sait quand on a effectivement accès aux archives, quand on a une lecture historiographique plus libre, ce que nous dit l'histoire de la Russie, et comment repenser finalement ce récit politique au regard de l'histoire avec un grand H, et pas une histoire avec un petit H, qui est une histoire politique. Donc on commencera par une ou deux séances de réflexion sur cette vision mémorielle et historique de la Russie d'aujourd'hui, parce que ça permet malheureusement de comprendre la politique de son président, et on s'interrogera sur quelques grands temps de l'histoire de la Russie qui sont à chaque fois des temps utilisés par la vision de Poutine, en particulier sur la naissance de la Russie. Est-ce que la Russie est née avec la Rousse, donc des Vikings, ou est-ce qu'elle est née effectivement autour de Kiev? Est-ce qu'elle est née autour de la maison de Moscou? À partir de quand fait-on démarrer la Russie? Et les enjeux sont effectivement multiples. Comment effectivement s'est construit ce pays par extension progressive, et qu'est-ce que ça nous dit finalement de cette vision d'extension et d'impérialisme de la Russie, autour aussi d'une vision de pouvoir autoritaire depuis le Basileus des Byzantins, de la place de l'Église orthodoxe. Aujourd'hui, l'Église orthodoxe est utilisée
ou s'auto-utilise, je ne sais pas comment on peut dire, par le pouvoir. Et donc ce rêve effectivement de troisième Rome, comment ça s'est construit dans l'histoire et ce que ça nous dit aujourd'hui. La grande guerre patriotique, puisque vous savez que pour les Russes, la Seconde Guerre mondiale, c'est 41-45. Donc ça commence à l'opération Barbarossa, ce qui permet de ne pas traiter du pacte germano-soviétique. Donc ça permet de penser l'histoire à certains moments. Et la grande guerre patriotique, telle qu'elle est enseignée en Russie, ce sont les soviétiques qui ont libéré l'Europe. Il y a eu personne d'autre. Donc ça aussi, voilà, cet élément qui est un élément essentiel de l'histoire et de la souffrance des Russes. Mais comment effectivement c'est retranscrit. Et puis la question, peut-on tourner la page du communisme? Oui, non. On ne sait pas trop. Donc voilà, sur cette vision, et comme j'ai dit, pas de voyage en Russie. Et au second semestre, parce que peut-être qu'il se passera des choses entre-temps, je ne sais pas, j'espère. Des questions? Parfait. Merci Madame Soria.